Bonsoir. Nous allons reprendre donc cette visite d'un certain nombre de thèmes autour de l'énergie. Nous avons parlé beaucoup d'extraction d'énergie, de consommation d'énergie, surtout des activités qui sont liées à la prédation et de toute une série d'adaptations qui sont propres aux hominines. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un thème qui est un thème important, qui est celui de la thermorégulation. Alors, la thermorégulation, c'est le fait pour des organismes comme le nôtre de maintenir une température interne plus ou moins fixe. Et depuis les débuts de la vie, et surtout depuis le début de l'évolution des tétrapodes, eh bien, il y a une tendance générale pour les espèces qui se sont succédées à se rendre de plus en plus indépendantes de l'environnement physico-chimique. Et disons, dans l'histoire des vertébrés, il y a deux grands épisodes qui sont très importants. La sortie des eaux à la fin de l'ère primaire, qui a fait que les tétrapodes se sont adaptés au milieu terrestre. Et en s'adaptant au milieu terrestre, eh bien, ces tétrapodes primitifs ont été exposés à des conditions qui étaient beaucoup plus variables que les conditions qui prévalaient dans les océans où ils avaient évolué jusque-là. Et j'allais dire presque naturellement, en tout cas sous l'effet de la sélection naturelle, l'évolution a amené un certain nombre de groupes de vertébrés à développer des mécanismes de thermorégulation. Et ça s'est passé essentiellement pendant le Mésozoïque, qui a suivi l'ère primaire. Et on a en gros 3 groupes de vertébrés dans lesquels la thermorégulation a été établie. Alors, tout le monde connaît évidemment la thermorégulation chez les mammifères, parce que nous sommes des mammifères, mais il y a 2 autres groupes de vertébrés dans lesquels cette thermorégulation a été mise en place, sont les oiseaux et leurs ancêtres directs, qui sont les dinosaures. Donc on a de bonnes raisons de penser que les dinosaures, en passant, on voit de plus en plus de plumes sur les dinosaures, les dinosaures ont aussi établi une forme de thermorégulation. Alors, pour en venir à l'homme, qui nous intéresse principalement, eh bien, la thermorégulation est un mécanisme qui met en œuvre toute une série de réflexes, et ces réflexes sont déclenchés par l'hypothalamus, qui est une partie du système nerveux qui se trouve à la base du cerveau. Vous voyez là ici, au-dessous du thalamus et au-dessus de la selle turcique qui est à la base du crâne. Et cette partie du système nerveux est une sorte de centre de contrôle de la température. Il y a un hypothalamus antérieur qui réagit à l'excès de chaleur et qui va déclencher un certain nombre de mécanismes pour refroidir le corps. Et puis, il y a une partie postérieure de l'hypothalamus qui va, au contraire, essayer de maintenir la température quand celle-ci s'abaisse trop. Donc, cette homéothermie, cette température constante du corps, dans le fond, c'est une lutte permanente de l'organisme, soit pour accélérer le refroidissement naturel, soit au contraire pour réchauffer l'organisme. Alors, du côté de la réponse à la chaleur, qui est le premier thème qui va nous intéresser ce soir, eh bien, on a essentiellement 3 mécanismes qui sont mis en jeu quand la température s'élève. Il y a d'abord tout simplement une accélération de la respiration qui augmente la ventilation du corps et donc permet d'éliminer de la chaleur. Il y a une dilatation des vaisseaux sanguins qui sont les vaisseaux sanguins superficiels
Et là encore, le mécanisme, dans le fond, c'est d'amener du sang vers la surface du corps et de permettre son refroidissement. Et puis, on a déjà parlé un petit peu la dernière fois, il y a la transpiration. Et cette transpiration, c'est un mécanisme qui existe chez d'autres mammifères, évidemment, mais qui, chez les hommes, à cause en particulier de la perte, enfin disons de la grande réduction de la pilosité, est un phénomène qui est un phénomène très efficace. Les mammifères quadrupèdes, enfin ceux avec lesquels on est familier, un chien par exemple, eh bien, quand il est soumis à une élévation de la température, pour échapper donc à l'hyperthermie, eh bien, il va halter, c'est-à-dire qu'il va utiliser ses muqueuses buccales, sa langue, pour, dans le fond, en combinant ça avec une accélération de la respiration pour refroidir le corps. Mais c'est un mécanisme qui est beaucoup moins efficace que celui de la transpiration. Évidemment, la transpiration affecte l'ensemble du corps, et c'est comme ça eh bien, que les hommes peuvent attraper, non pas des chiens, mais d'autres quadrupèdes qu'ils ont chassés donc, depuis au moins 2 millions d'années. Donc ça, c'est pour la réponse à la chaleur. Alors, la réponse au froid, qui est un problème, je dirais, qui est arrivé plus tardivement dans l'évolution des hominines, eh bien, on a aussi plusieurs mécanismes qui sont mis en jeu. Il y a le pendant de cette vasodilatation, eh bien, c'est une vasoconstriction. C'est exactement le contraire. Les vaisseaux sanguins superficiels, ceux qui sont près de la peau, eh bien, voient leur diamètre se réduire, et cela va empêcher trop d'échanges de chaleur d'énergie avec l'extérieur. Évidemment, l'inconvénient, c'est que ça refroidit la surface du corps, ce qui n'est pas vraiment agréable. Et on va le voir dans un instant, ça refroidit des parties périphériques du corps qui sont moins vitales qu'une espèce de noyau central qui concerne les organes vitaux les plus importants. Il y a un autre mécanisme qui est un mécanisme de frissonnement du corps, qui est un mécanisme réflexe. Quand vous avez froid, vous vous mettez à trembler, et ce tremblement eh bien, permet, en mettant en jeu les masses musculaires, une élévation de la température qui permet de lutter contre le froid jusqu'à un certain point. Il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu, en particulier la thyroïde qui va augmenter, si je peux dire, le métabolisme, le niveau de métabolisme, donc pousser un petit peu la machine. Et puis, la mise en jeu d'un tissu particulier qu'on appelle la graisse brune. On a beaucoup parlé de graisse pendant les dernières rencontres. Je vous expliquais que les hommes, c'était des primates gras. Ils naissaient gras, ils avaient des bébés très gras, et puis ils continuaient à être gras quand ils étaient adultes. Et on a surtout parlé de cette matière grasse en termes de tissu de réserve qui, dans le fond, emmagasinent des calories pour les périodes où ces calories vont être nécessaires. Et c'est particulièrement important pour le jeune enfant dont le cerveau est en développement. Alors, il y a deux autres tissus gras dans le corps humain, et il y en a un qui est cette fameuse graisse brune dont on va parler. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces mécanismes-là qui va permettre de maintenir la température corporelle. Alors, quand on dit maintenir la température corporelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est dans une zone de confort, autour de 20 degrés ou un petit peu plus, eh bien, la température du centre du corps est autour de 37 degrés.
et avec des températures quand même, vous voyez, qui sont assez différentes quand on va vers les extrémités, puisqu'on descend en dessous de 30 degrés quand on va au bout des membres, par exemple. Quand il fait chaud, eh bien, à cause de la vasodilatation, du fait que le sang va migrer un peu vers la surface du corps, eh bien, la température, ces 37 degrés vont se retrouver un peu partout dans l'organisme. Puis au contraire, quand la température baisse, alors là c'est une situation extrême puisque c'est un corps humain qui est exposé à une température de 0 degré, ce qui n'est pas très recommandable pendant une période prolongée. Mais vous voyez que les extrémités voient leur température baisser considérablement. Et puis, à l'extrême, les extrémités peuvent geler, ce qui évidemment est quelque chose d'irréparable pour l'organisme. Dans tous les cas de figure, il y a un noyau qui intéresse des organes comme le cœur et surtout le cerveau, dont la température va être à tout prix maintenue le plus longtemps possible, avec quand même une variation autour de ces 37 degrés. C'est-à-dire que ces organes peuvent être exposés, disons, à des températures de plus ou moins 2 degrés autour de ces 37 degrés idéal. Le cerveau, en particulier, c'est un organe qui est extrêmement sensible aux variations de température. Et si votre cerveau a une température qui augmente de plus de 2 ou 3 degrés, vous vous exposez à de très graves risques. Vous faites une syncope et en général, c'est assez. L'issue peut être fatale. Donc le cerveau va être particulièrement, si je peux dire, intéressé par ces mécanismes de thermorégulation. Et on a une circulation sanguine cérébrale qui est extrêmement développée et qui, évidemment, a une fonction de nutrition du cerveau, mais a aussi une fonction de maintenance, de maintien de la température, avec le fait qu'indépendamment du stress thermique extérieur, il y a aussi une production interne, si je peux dire, de chaleur par le cerveau. Un neurone, c'est une cellule qui produit à peu près 20 fois plus de chaleur qu'une cellule, j'allais dire, normale, moyenne. Donc, notre cerveau chauffe et il faut le refroidir. Alors, commençons par la réponse à la chaleur. Vous vous souvenez que les hominines, pendant très longtemps, ont évolué uniquement, pratiquement, dans les zones tropicales. Et donc, pendant, disons, 5 millions d'années, l'histoire des hominines, c'est une histoire africaine. Et c'est seulement il y a à peu près 2 millions d'années qu'on voit apparaître une nouvelle espèce, ce fameux Homo erectus. Et cet Homo erectus va être capable de s'affranchir complètement de milieux arborés. C'est la première espèce qui semble complètement adaptée à des milieux découverts. Et ça va dans le sens de ce que je vous disais, cette espèce d'indépendance de plus en plus grande de l'environnement qui affecte aussi les hommes, bien sûr. Et cette espèce, qui est une espèce qui développe une forme de prédation sur les mammifères en particulier, eh bien, on pense qu'elle ajoute à l'adaptation, à la marche qui existait déjà chez les australopithèques, une adaptation à la course d'endurance. Bon, je ne vais pas vous refaire le cours de la dernière fois. Vous vous souvenez de cette vidéo où on voyait un chasseur San qui poursuivait une antilope pendant des heures avant de pouvoir l'achever alors qu'elle s'effondrait à cause d'un phénomène d'hyperthermie. On a tout un tas d'éléments, en particulier anatomiques, des empreintes de pas, des tas de choses qui nous montrent cette modification importante sur le plan locomoteur. Alors, l'idée de cette adaptation à la course d'endurance, c'est que les hommes sont capables de courir
aux heures les plus chaudes de la journée derrière des proies, alors que les autres carnivores ne le font pas. En général, ils font ça plutôt quand la nuit tombe, quand il fait plus frais. Et les proies en question, elles ne sont pas équipées pour courir trop longtemps dans ces températures très élevées. Et donc, cette adaptation particulière, évidemment, elle se fonde sur une thermorégulation du côté de la réponse à la chaleur excessive qui est extrêmement efficace. Et c'est là qu'on en vient à cette adaptation par sudation. Alors les hommes ont perdu une grande partie de leur pilosité et, en même temps que la pilosité se réduit, eh bien, sont développés entre 2 et 4 millions de glandes sudoripares dites exocrines qui sont réparties sur toute la surface du corps. Et ces glandes sudoripares exocrines, il faut les distinguer de ce que l'on appelle des glandes sudoripares apocrines, qui, elles, sont concentrées dans des zones pileuses et qui sécrètent de la sueur dans les follicules pileux. Donc les zones exocrines, elles sécrètent de la sueur directement sur la peau. C'est une sueur qui est, celle-là, inodore, incolore, qui est en fait une sorte d'ultrafiltrat du plasma. Et c'est l'évaporation de ce liquide qui va provoquer un abaissement de la température de la surface du corps. Et comme en même temps on a cette vasodilatation qui fait qu'on a beaucoup de sang qui vient à la surface du corps, donc c'est ça qui permet la thermorégulation dans les environnements très chauds. La question, c'est quand, au cours de l'évolution des hominides, dans le fond, est-ce que nous avons perdu nos poils ? Enfin, en tout cas, une grande partie. Alors, il y a eu énormément de discussions, d'hypothèses qui ont été proposées. Ce qui est venu, je dirais, le plus récemment comme argument, qui soit un argument, je dirais, tangible et qui ne soit pas juste des spéculations du genre quand on est bipède, il vaut mieux ne pas avoir de poils, etc., parce que à cause du soleil. Donc ça, c'était un petit peu de la supposition. Ce qui est, je crois, a été déterminant dans les 10 dernières années. Paradoxalement, ce n'est pas l'étude de la paléontologie, c'est l'étude des parasites cutanés et des parasites qui vivent dans notre système pileux, ou du moins ce qu'il en reste. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder les poux, les puces ? Eh bien parce que ces poux et ces puces sont, j'allais dire, très bien adaptés à leur milieu. Donc je vous rappelle, je ne sais pas si vous en avez vu de près récemment, mais donc on a le pouls de chevelure, qui est le Pediculus capitis. On a un pouls une puce Pediculus humans qui est la puce qui vit dans les vêtements. Et cette puce, elle a un cycle de vie tout à fait particulier. Elle ne survit pas comme ça dans le milieu extérieur. Il faut absolument qu'elle se reproduise entre peau et vêtements. Et donc, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que la présence de ces parasites, dans le fond, a des implications sur la présence de poils, de cheveux, de vêtements ou pas de vêtements. Et puis, je vous rappelle aussi l'existence d'un pouls de pubis. Bon, on n'aime pas trop en parler, mais ça existe. Et ce pouls de pubis, comme son nom l'indique, il n'existe que dans la pilosité pubienne. Et vous voyez que c'est non seulement une espèce différente des puces et des poux, mais c'est même un genre différent.
Donc l'idée qui s'est développée avec la possibilité qu'on a de séquencer le génome de nombreuses créatures, ben, ça a été de se dire, on va regarder le génome de toutes ces espèces et calculer des temps d'évolution et des temps de divergence pour ces différentes espèces. Et grâce à ça, on va pouvoir, dans le fond, se faire une idée précise du moment où sont apparus, enfin d'abord ont disparu les poils et puis ensuite sont apparus les vêtements. Donc l'idée, elle est assez simple, c'est que si on trouve un ancêtre commun de la puce donc qui vit dans les vêtements et des poux de cheveux, eh bien cet ancêtre commun, il n'a pu exister qu'à une époque où il n'y avait pas de vêtements, hein, et donc il y avait la même espèce de créatures qui vivaient un petit peu partout sur le corps. Donc, en calculant la date de divergence de ces espèces, on espère trouver une date d'origine pour le vêtement, ou du moins pour l'utilisation fréquente et constante du vêtement. Et pour ce qui est du pouls de pubis et puis du reste de ces petites bêtes, là, l'idée, c'est qu'on va avoir accès à la perte de la pilosité. Pourquoi ? Eh bien parce que, dans le fond, sur notre corps, il y a deux grandes zones, le pubis et puis le reste du corps, où vivent des formes très différentes. Et donc, bien évidemment, dans les espèces qui sont couvertes de fourrure, eh bien, ça n'est pas le cas. Il y a un seul parasite qui est prévalent sur tout le corps. Alors tout ça, c'est très intéressant, et je vais vous donner quelques chiffres, mais on est quand même un petit peu embêté. Pourquoi ? Eh bien parce que ces parasites, on a la preuve qu'ils ont été échangés entre différentes espèces de primates. Alors, je ne veux pas savoir comment, mais la puce qui vit dans les vêtements, le poux de cheveux, donc c'est ce fameux genre Pediculus dont je vous ai parlé, bien, figurez-vous qu'on le trouve aussi chez le chimpanzé. Et puis, alors, j'allais dire, il y a pire, le pouls du pubis, donc qui est ce genre Tyrus, lui, on le trouve chez le gorille. D'accord ? Et donc, il faut imaginer que, à un moment dans le passé, ces parasites sont passés soit de l'homme à ces primates, soit le contraire. On pense que c'est plutôt le contraire. En ce qui concerne le pédiculus qu'on trouve chez le chimpanzé, donc la puce du chimpanzé, et les puces et les poux qu'on trouve chez les hommes, les généticiens nous donnent des dates de coalescence pour ces lignées-là, qui sont des dates très anciennes, qui se chiffrent en plusieurs millions d'années, au-delà de 5-6 millions d'années. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, la phylogénie du pédiculus, eh bien, c'est la phylogénie des espèces concernées. C'est-à-dire c'est un parasite qui existait chez l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé, et puis qu'il y a 7 millions d'années, s'est retrouvé séparé en deux populations ou plus, et ces populations, eh bien, elles ont évolué chez le chimpanzé d'un côté, chez l'homme de l'autre, et enfin chez les hominines, hein, il y a 7 millions d'années, et puis on donnait ces différentes espèces de pédiculus qu'on trouve. Alors l'histoire du gorille et de l'homme est un peu plus compliquée, parce que on a un ancêtre commun, si je peux dire, à ce parasite chez le gorille et chez l'homme, qui est un ancêtre commun autour de 3 millions d'années, un petit peu avant. D'accord ? Donc ça a plusieurs implications. La première, c'est que, évidemment, la séparation du gorille et de l'homme, du point de vue phylogénique, c'est bien plus que 3 millions d'années. On est au-delà de 7 millions d'années. Donc là, pratiquement, on est obligé d'imaginer que c'est un parasite qui est passé d'une espèce à l'autre, probablement quand même du gorille à l'homme. Les gorilles font des nids dans les arbres, on ne sait rien. Peut-être que les hommes les ont utilisés, enfin bon, on va savoir.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce parasite apparaisse dans le fond, dans la lignée humaine, autour de cette date-là, c'est une très forte indication qu'à ce moment-là, je vous rappelle qu'à ce moment-là, on a déjà nos puces et nos poux qui viennent de l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé. Et donc ça suggère que, si je peux dire, on a deux biotopes pour ces créatures qui sont déjà présentes chez l'homme, puisqu'on va avoir ce poux de pubis qui va s'installer, si je peux dire. Et donc ça suggère fortement qu'on a une perte de la pilosité très importante, probablement dès avant 3 millions d'années. Donc probablement dès les derniers australopithèques, on a déjà une pilosité réduite. Et donc probablement toutes les formes du genre Homo dont on parle, Homo erectus, enfin Homo habilis, Homo erectus et toutes les formes suivantes, sont des formes pour lesquelles on a déjà une forte réduction, sinon une perte totale de la pilosité. Donc, probablement que cette tendance à transpirer, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps chez les hommes et puis qui a pris une importance particulière quand, il y a 2 millions, ou un peu plus, 2 millions d'années, 2 millions et demi d'années, les hommes sont mis à courir derrière des animaux pour les attraper. Dans ces problèmes de refroidissement du corps, donc c'est la surface du corps qui échange de la chaleur avec, de l'énergie avec l'environnement, transpiration ou pas d'ailleurs. Et donc cette notion de surface d'échange, c'est une notion très importante parce que vous comprenez assez facilement que la taille et la forme de l'organisme vont être prépondérantes dans la possibilité de créer ces échanges thermiques. Alors, il y a d'abord un effet de taille qui est assez simple. Si vous prenez un petit cube comme celui-là et que vous augmentez son arête d'un facteur 3 pour créer un cube beaucoup plus gros, eh bien, la taille de l'arête du cube va donc augmenter d'un facteur 3, et le volume du cube va, lui, augmenter d'un facteur 27. Ce qui veut dire que le rapport entre la surface du cube et le volume du cube est beaucoup plus important sur un petit cube que sur un gros cube. Et quand on parle d'organisme, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'un petit organisme comme, parlons de mammifères, une souris ou une musaraigne, a des échanges thermiques avec l'environnement par la surface de son corps, qui sont des échanges beaucoup plus rapides et beaucoup plus importants qu'une très grosse bête comme un éléphant, par exemple. Et ce qui veut dire que les tout petits animaux sont beaucoup plus susceptibles que les gros animaux de perdre une quantité de chaleur qui peut être critique pour leur survie. Et d'ailleurs, ça explique que les petits animaux dont je parle, les souris, les musaraignes, etc., sont des animaux qui mangent un petit peu tout le temps et qui, dans le fond, si on les prive de nourriture et si on les met à une température qui est un petit peu basse, vont dépérir et mourir assez rapidement, alors que les très grosses bêtes, dans le fond, ont beaucoup plus de chances de résister à ce stress thermique. Et cela, ça se traduit chez les mammifères par quelque chose qu'on appelle la règle de Bergman. Alors, Bergman, c'était un anatomiste allemand du 19e siècle, comme il y en a eu beaucoup au 19e siècle, des anatomistes allemands. Celui-là a vécu entre 1814 et 1865. Et alors, ce n'est pas vraiment lui qui a inventé ça, parce que ça avait déjà été observé avant, mais disons qu'il l'a mis en forme, cette règle de Bergman. Et l'idée est simple. Quand on regarde une famille de mammifères quelconques, alors ici ce sont les ours, mais c'est vrai pour à peu près n'importe quoi, les tigres, les lapins, les renards, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien,
lorsque l'on se déplace en latitude, eh bien, on va observer d'une façon générale une augmentation de la masse corporelle de plus en plus grande quand on va vers les hautes latitudes. Et c'est une adaptation, alors non pas à la chaleur, mais au froid. C'est-à-dire que dans le fond, c'est plus avantageux quand on est dans un climat chaud d'avoir une taille relativement réduite parce que le rapport surface-volume est très important. Donc le métabolisme, évidemment, lui, dépend du volume. La quantité de chaleur produite par l'organisme, ça dépend essentiellement du volume. Et donc le refroidissement va être très important si on a une taille, je dirais, raisonnable, comme c'est le cas de ce petit ours de Malaisie. Et puis, quand on monte en latitude, voilà des ours noirs, voilà des ours bruns, grizzly, un ours blanc. Pour la bonne bouche, je vous ai mis derrière un ours qui, heureusement, a disparu, qui est un ours Pléistocène d'Amérique du Nord, qui est un des plus gros ours qui ait jamais existé. Vous voyez à côté d'un ours polaire, l'ours polaire, qui est quand même un animal considérable, eh bien, il le domine très, très largement en taille. Et donc, on observe cette augmentation de la masse corporelle chez de nombreux mammifères. Et donc, la question, ça va être de savoir qu'est-ce qui se passe avec les hommes. Est-ce qu'on observe la même chose à cause du même phénomène? Alors, il n'y a pas seulement un problème de taille, comme je vous le disais, il y a aussi un problème de forme. Pourquoi? Bien parce que je reprends mes cubes. Alors, maintenant, c'est un cube avec une arête d'une valeur 2. Alors, c'était 3, mais ça ne change pas grand-chose. Vous voyez qu'en fonction de la façon dont on dispose ces petits cubes, en les empilant les uns sur les autres, soit en gardant une forme très cubique, très massive, soit au contraire en les empilant sur une seule épaisseur de cube, eh bien, on va obtenir un rapport surface-volume, encore une fois, qui va être très différent. Donc, le rapport surface-volume est beaucoup plus important sur une forme comme celle-là, à peu près, enfin pas à peu près, exactement 1,75 fois plus grand que sur une forme très massive. Et on peut décomposer le corps humain, alors non pas en cubes, mais en cylindres, ou en formes géométriques qui sont faciles à mesurer. Et vous comprenez bien que ces échanges de chaleur vont être différents en fonction non seulement de la taille, mais aussi de la forme de ces différents segments du corps humain. Et donc, de la même façon qu'on a, au XIXe siècle, énoncé cette loi de Bergman, ben, il y en a une autre de loi, qui est la loi de Allen, qui s'ajoute à la loi de Bergman. Et cette règle de Allen, c'est une règle qui observe que quand on change de latitude, à taille égale, alors en fait, ce n'est pas à taille égale, puisqu'on a vu que les animaux étaient de plus en plus gros quand on montait en latitude, eh bien, la forme du corps change. Et plus on est dans des climats chauds, et plus les extrémités vont tendance à être allongées. Alors les extrémités sont les membres, sont les oreilles, la queue, etc. Et au contraire, quand on monte en latitude, eh bien, on a des formes de plus en plus massives. Alors vous pouvez, ici c'est un exemple de l'époridé, mais on aurait pu prendre par exemple les renards. Donc le renard polaire, c'est un renard qui est un assez gros renard, et puis surtout c'est un renard qui a des petites oreilles très courtes, une queue courte, des pattes assez courtes et qui a un corps très massif. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de conserver la chaleur. Par contre, le renard roux de nos communs, de nos zones tempérées, il est déjà beaucoup plus élancé dans ses formes. Puis quand on va en Afrique, eh bien, le fennec, ce n'est pas vraiment un renard, mais c'est une forme proche du renard, eh bien, c'est un animal qui est plus petit et qui a des grandes oreilles et des formes plus longilignes. Vous allez voir que c'est un phénomène qui affecte aussi les hommes. Alors on a essayé de modéliser ces changements de la forme du corps humain en fonction de l'environnement. Et un des modèles les plus simples qui a été proposé par un chercheur américain qui s'appelle Christopher Ruff au début des années 90. Et Ruff a proposé un modèle qui est très très simple, qui est un modèle en cylindre, avec l'idée que si
on imagine le corps humain comme un cylindre, c'est évidemment quelque chose de très très simplifié, avec comme largeur, en gros la largeur biacromiale, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre les deux articulations du fémur et de la hanche, et puis en hauteur, la hauteur du corps, eh bien, on se rend compte que la surface de enfin en tout cas le rapport entre la surface et le volume ne change pas si on accroît la hauteur du cylindre à diamètre égal. On reste toujours avec à peu près le même rapport surface-volume. Et l'idée de Ruff, c'est que quand il s'agit d'hominines, eh bien, dans le fond, ces hominines qui vivent dans une zone écogéographique particulière, par exemple dans l'Afrique tropicale, eh bien, on va avoir des changements de stature, mais en gardant un format relativement, étroit. Donc les changements de stature n'affectent pas tellement les capacités de refroidissement du corps. Par contre, quand on se déplace d'une zone écogéographique dans une autre, et singulièrement quand on monte en latitude, eh bien, le moyen le plus facile de réduire, puisque à ce moment-là, c'est ce qui est nécessaire, le rapport surface-volume, eh bien, c'est d'augmenter la largeur de ce cylindre et donc d'augmenter la largeur du bassin. Il a essayé de valider ce modèle, en particulier en comparant la surface de ces cylindres avec une surface de peau. Alors, ce n'est pas la surface de peau réelle, mais c'est une surface qu'il calculait avec une formule très compliquée qui prend en compte tout un tas de mesures anatomiques. Et donc, il a montré qu'en gros, le modèle cylindre répond assez bien à ce que nous dit la réalité des mesures de surface de peau dans des populations qui s'échelonnent sur différentes latitudes aujourd'hui. Alors, ce qui l'a beaucoup, motivé dans ce raisonnement, c'est le fait qu'il a été impliqué dans la description de ce fameux Homo erectus que je vous ai déjà montré une bonne douzaine de fois, et qui est très différent dans sa silhouette des australopithèques qui ont précédé. Et voilà ici un squelette de Lucie, enfin en tout cas c'était l'idée qu'on s'en faisait en 1991, agrandi à la taille d'un Homo erectus. Et vous voyez que en termes de cylindre, si je peux dire, on n'a pas du tout les mêmes proportions. Ici, on a affaire à un cylindre beaucoup plus trapu, et là, un cylindre beaucoup plus allongé. Alors, l'idée, c'est en gros que les hominines qui vivent dans les zones tropicales sont des hominines, et de façon ancienne, avec des bassins assez étroits, et puis qui peuvent avoir des statures variables, plus ou moins grandes, mais toujours un format assez étroit, et puis qu'on va trouver dans les moyennes latitudes, plus tard, quand les hommes vont sortir d'Afrique, eh bien, des formes plus larges, avec en particulier des bassins beaucoup plus étendus sur le plan transversal. Alors pour les australopithèques, là, ce n'est pas le problème, puisque eux, ils ne courent pas derrière les antilopes pour les attraper. Alors, on a aujourd'hui on a revisité la reconstruction du bassin de cet individu de Nariokotomé d'1,5 million au Kenya, et on a tendance aujourd'hui à considérer qu'il a un bassin un peu plus large que ce que Ruff avait reconstitué dans les années 90. Mais cette idée qu'il y a un changement assez important de la forme du corps humain en termes d'adaptation climatique, c'est quelque chose qui a été vérifié par de nombreuses études. Et on peut, en plus de cette simple mesure de largeur et de hauteur du corps, on peut introduire de nombreux autres paramètres, en particulier des paramètres qui tiennent aux proportions des membres, c'est-à-dire la longueur des membres par rapport au tronc, et puis aussi la longueur des différents segments des membres, en particulier le rapport entre les segments
distaux, les extrémités, et puis les segments proximaux des membres, c'est-à-dire le rapport, par exemple, de l'avant-bras sur le bras ou de la jambe sur la cuisse. Et on peut combiner toutes ces mesures dans des analyses qui sont des analyses multivariées, des analyses en composantes principales. En voilà une qui a été faite par un collègue américain qui s'appelle Trenton Holliday. Et donc Trenton Holliday a pris toute une série de populations qui sont des populations vivantes, actuelles, pour montrer qu'en fait, eh bien, en particulier le long de cette première coordonnée principale, eh bien, les populations actuelles se rangent d'une façon qui est relativement logique en fonction de la latitude à laquelle ces populations vivent. Alors ici à droite, on part avec des populations qui sont des populations est-africaines, les Maasai, vous avez tous vu un Maasai très grand, très élancé, avec des membres très longs, des habitants d'Afrique de l'Ouest, le Soudan, etc. Et puis ici, on arrive à des populations européennes. Alors, je ne l'ai pas encore représenté, mais vous allez le voir dans quelques diapos, les Inuits, les gens qui sont exposés à des climats extrêmes, eh bien, se trouvent complètement à gauche de cette distribution, très au-delà des Français, des Bosniaques ou des Anglais. Et pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des populations qui ont, en général, des individus avec des troncs assez massifs, assez larges, et des extrémités qui sont, disons des membres qui sont plutôt courts par rapport au tronc, et aussi des proportions de ces membres avec des extrémités discales qui sont réduites par rapport aux extrémités proximales. Alors sur le plan plus paléontologique, paléanthropologique, qu'est-ce que tout ça donne ? Bien d'abord, on parle toujours de cette sortie d'Afrique il y a 2 millions d'années, un petit peu moins, 1,8 million, 1,9 million, et de la colonisation de l'Eurasie par les hominines, en tout cas par ces Homo erectus. Alors d'abord, je vous rappelle que pendant très longtemps, les hommes vont rester quand même cantonnés dans des latitudes très basses de l'Eurasie. C'est-à-dire que ces premiers peuplements de l'Eurasie se trouvent tous en dessous de 40 degrés de latitude nord, ce qui est quand même pas très élevé en latitude. Et ces gisements chinois, le site de Dmanisi sur le flanc sud du Caucase, des sites espagnols ou italiens, sont tous le long de ce 40e parallèle. Et ça n'est que, disons, à partir un peu après 1 million d'années, donc il faut quand même attendre assez longtemps, qu'on commence en Europe à trouver des sites qui se trouvent plus haut en latitude. On a un site qui est dans le Norfolk, en Angleterre, et qui est le site à Pittsburgh. Et ce site, c'est un site qui a été occupé par les hommes peut-être autour de 900 000 ans, probablement à l'occasion d'ailleurs d'un épisode climatique qui était un épisode relativement favorable. Et dans le fond, c'est intéressant que ces peuplements anciens de l'Europe, ils se placent soit dans la zone méditerranéenne, soit le long de la façade atlantique. Dans le fond, dans les zones continentales, c'est seulement beaucoup plus tard qu'on va commencer à trouver des sites. Alors, il y a régulièrement dans la littérature des publications à propos de sites européens qui ont des âges extravagants, à 1 million d'années ou plus. Il y en a un qui fait en ce moment l'actualité paléoanthropologique, qui s'appelle le site de Untermaesfeld en Allemagne, et qui a été donné comme un site prouvant l'occupation humaine en Allemagne vers 1 million d'années, qui en fait est un faux site. Enfin, c'est un vrai site paléontologique, mais en tout cas, la présence d'hominines n'est pas du tout démontrée dans ce site. Alors, c'est seulement à partir du milieu du Pléistocène moyen, donc disons 500 000 à la louche,
qu'on va commencer à trouver des sites dans les zones continentales de l'Europe. Et cette carte, c'est une carte que vous avez peut-être déjà vue, qui est la carte de distribution des sites où on a trouvé des Néandertaliens. Les Néandertaliens les plus anciens, ils ont un peu plus de 400 000 ans, ici en Espagne, et tous ces autres sites sont des sites beaucoup plus récents. Ces Néandertaliens, pour l'instant, en Europe, on n'en a jamais trouvé qui soient plus au nord que le 52e parallèle de latitude nord. Donc, évidemment, c'est plus au nord que l'Espagne, mais ça reste quand même une latitude relativement basse, si je peux dire. On a des Néandertaliens à la fin de leur évolution qui arrivent jusque dans l'Altaï, ici, probablement, toujours pareil, à l'occasion d'épisodes climatiques favorables. Alors, cette colonisation des moyennes latitudes par les hommes, elle ne peut se faire que grâce à un certain nombre d'adaptations biologiques et puis surtout de changements comportementaux. Et vous vous souvenez peut-être que c'est vers 400 000 ans qu'on commence à voir apparaître en Europe des sites où il y a une utilisation régulière du feu, alors qu'avant, on n'en avait guère. D'ailleurs, on n'est pas très sûr que, en tout cas au début, le feu, ça soit si important que ça du point de vue du chauffage. Peut-être que ce sont d'autres utilisations du feu qui sont beaucoup plus importantes pour les hommes. On va revenir à ces changements techniques, ces changements comportementaux, mais on va refaire un petit peu de biologie. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on a parlé beaucoup de l'adaptation des hommes à la chaleur, parlons un petit peu de l'adaptation au froid. Je vous ai parlé de cette graisse brune. Alors donc cette graisse brune, c'est une graisse qui, comme son nom l'indique, est brune. Alors pourquoi est-ce qu'elle est brune ? Eh bien parce qu'elle contient beaucoup de mitochondries, ces petites organites cellulaires qui nous ont beaucoup intéressés parce qu'on fait de la génétique des mitochondries, on extrait de l'ADN des mitochondries. On a beaucoup parlé de l'ADN mitochondrial et de comment on pouvait l'utiliser pour reconstituer des phylogénies, mais évidemment, les mitochondries ne sont pas sur Terre juste pour faire plaisir aux généticiens. En fait, ce sont des organites cellulaires qui ont un rôle dans la production d'énergie par les cellules. Et donc, cette graisse brune, ici c'est de la graisse brune vue au microscope électronique, contient énormément de mitochondries, beaucoup plus que la graisse blanche. Et aussi, elle est très riche en fer. Et donc, ces mitochondries, eh bien, elles sont capables de dissiper de la chaleur selon un processus qu'on appelle la thermogénèse, en brûlant, si je peux dire, cette graisse. Et cette graisse brune, c'est quelque chose qui est très important, surtout au début de notre vie. Donc la graisse brune peut représenter jusqu'à à peu près 5% de la masse corporelle d'un nouveau-né, donc c'est quelque chose d'important. Et cette graisse brune, vous voyez, elle est répartie le long du dos, sur les épaules, sur l'avant du tronc. Et c'est quelque chose qui va diminuer beaucoup chez l'adulte. On en a toujours, je vais vous en montrer dans un instant. Mais chez le nouveau-né, le fait de posséder de la graisse brune, c'est quelque chose d'essentiel pour des tas de raisons. Parce que le nouveau-né n'a pas, enfin, et même le très jeune enfant, n'a pas les mêmes capacités que l'adulte pour résister au stress thermique, en particulier au refroidissement. D'abord, il a, vous vous souvenez, cette histoire de masse et de rapport surface-volume. Alors les nouveau-nés, aux questions surface-volume par rapport aux adultes, sont très handicapés. Donc ils se refroidissent comme les petites souris, pas aussi vite, mais aussi, quand même beaucoup plus vite que les adultes. Donc c'est très important pour eux d'avoir cette graisse brune. Et puis ensuite, ils ont un système nerveux dont la maturation n'est pas encore très avancée. Et en particulier, ils n'ont pas le réflexe
de frissonner comme les adultes. Puis en plus, ils ont une masse musculaire qui est beaucoup plus réduite. Et donc, c'est très important pour les nouveau-nés d'avoir cette fameuse graisse brune. Alors, la graisse brune, on en trouve encore chez l'adulte. Si vous êtes un lecteur de magazines qui recommande des méthodes pour maigrir, vous avez sûrement entendu parler de comment utiliser la graisse brune pour brûler de la graisse blanche. Donc voilà des scanners qui vous montrent où se situent ces petits amas de graisse brune dans le corps d'une femme adulte. Donc il en reste un petit peu, mais cette quantité de graisse brune, semble-t-il, varie beaucoup d'une population à une autre. Et très récemment, ça date de 2017, il y a une étude qui a été faite pour la première fois sur le génome des Inuits du Groenland, une étude très très en détail. Et ce qui est vraiment très intéressant dans cette étude, c'est que les chercheurs ont essayé de mettre en évidence quelles étaient les parties du génome qui avaient été récemment soumises à une pression de sélection importante, une sélection positive. Et il y a une région du génome qui a été soumise à cette sélection positive de façon très intense. C'est une région qui comprend deux gènes, l'un qui s'appelle TBX15 et l'autre WARS2. C'est comme ça. Et ces deux gènes sont des gènes qui interviennent, comme presque tous les gènes, dans de nombreuses fonctions, de nombreux aspects de la biologie, mais en particulier, ils interviennent dans la production de cette graisse brune dont on parle depuis un petit moment. Et donc, ces hommes qui vivent dans des régions arctiques, eh bien, en plus de tout l'équipement, j'allais dire, technique qu'ils ont développé pour s'adapter à ces zones arctiques, ont une biologie particulière des lipides et en particulier de cette répartition entre graisse blanche et graisse brune. Et ce qui est vraiment passionnant dans cette étude de Racimo et collaborateurs, c'est qu'ils ont pu montrer qu'en fait, ces mutations dont la fréquence est très élevée chez ces Inuits du Groenland, eh bien, ces mutations, elles ont probablement été héritées, si je peux dire, à la suite d'une introgression à partir de matériel génétique des Denisoviens. Parce que la séquence de cette partie du génome chez ces Inuits est très proche de ce qu'on trouve chez ces Denisoviens. Alors, les Denisoviens, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 ans, c'est le groupe frère des Néandertaliens. C'est un groupe qui a évolué en Eurasie depuis au moins 1,5 million d'années, quelque chose comme ça. Donc, c'est le groupe frère des Néandertaliens. Ils se sont séparés, une branche asiatique, une branche européenne. Et on les a découverts dans l'Altaï pour la première fois. On ne sait pas trop quelle est leur distribution géographique d'origine, probablement une grande partie de l'Asie, mais il semble bien que les hommes modernes sortis d'Afrique, avec leur génome de créatures tropicales, eh bien, dans le fond, ont été bien contents de trouver sur leur chemin quelques Denisoviens pour échanger quelques gènes avec eux. Et en échangeant ces quelques gènes avec eux, eh bien, ils ont récupéré, si je peux dire, ces gènes, en tout cas ces allèles de ces gènes-là, c'est les versions dénisoviennes de ces gènes, qui ont représenté un énorme avantage quand il s'est agi de conquérir eh bien, les zones les plus froides de l'Asie et de passer en Amérique. Et d'ailleurs, en Amérique, on trouve une fréquence élevée de ces mutations, mais vous voyez que le Groenland, là, c'est 100% de la population qui a cette version du gène, des gènes qui probablement favorisent cette production de graisse brune. Alors revenons-en
à l'Europe et à nos Néandertaliens, donc, qui eux aussi doivent s'adapter à des milieux qui sont des milieux relativement frais, sinon très froids. Alors on a tendance souvent à décrire les Néandertaliens comme des hommes adaptés à des climats glaciaires. En réalité, on n'a pas de sites moustériens laissés par les Néandertaliens dans des climats qui sont des climats réellement périglaciaires. Sont généralement des climats plus froids que l'actuel, pas toujours, parfois aussi des climats tempérés, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, ils ne dépassent pas 52 degrés de latitude nord. Alors, avec les Néandertaliens, on voit une application de cette fameuse loi de Bergman dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des hommes qui ont des masses corporelles qui sont très importantes. Donc, je pense que si un Néandertalien mâle rentrait dans la salle, vous le remarqueriez probablement, parce qu'on a quand même, on parle de gens qui font autour de 80 kg de masse maigre. Donc, on ne parle pas de graisse et tout ça, on parle de muscles, d'os et d'organes vitaux. Donc, probablement des individus, pour certains, plutôt autour de 100 kg, quand ils sont bien nourris. En même temps que cette masse, alors donc cette masse corporelle, évidemment, elle demande une grande consommation d'énergie. On a déjà parlé du fait que les hommes, c'était des primates qui avaient un métabolisme très élevé. Ils ont aussi une dépense énergétique quotidienne qui est très élevée. Donc, au total, ils extraient beaucoup d'énergie, ils en consomment beaucoup. Pour mémoire, je vous remontre des chiffres sur des estimations de cette consommation énergétique quotidienne de Néandertaliens, donc qui se fondent sur, dans le fond, l'extrapolation à propos de populations actuelles à des masses corporelles qui sont des masses corporelles élevées et à des climats qui sont des climats relativement froids. Et vous voyez qu'on a pour les hommes, en tout cas, des consommations d'énergie qui tournent autour de 5000 kilocalories par jour. Donc 5000 kilocalories, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose vraiment, mais un coureur du Tour de France qui court 180 km par jour sur sa bicyclette consomme entre 5000 et 7000 kilocalories. Donc pour les Néandertaliens, en tout cas certains d'entre eux, c'est le Tour de France tous les jours. Donc c'est quand même assez important. On peut comparer ces chiffres à la consommation énergétique de population actuelle, et vous voyez que donc tous ces points de couleur représentent des populations, alors à gauche, à droite ici des populations tropicales, et puis plus on va vers la gauche, plus on va vers des latitudes élevées, et ces points bleus ici, ce sont en bas des femmes, ici des hommes qui vivent dans des climats arctiques. Et nos Néandertaliens mâles, ils sont ici encore plus hauts que ces chasseurs arctiques modernes. Du point de vue de la forme corporelle, eh bien, on trouve dans le fond ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'ils ont une masse corporelle très importante, règle de Bergman, mais ils ont aussi une forme du corps qui est tout à fait différente de celle des populations tropicales. Alors, je vous ai promis de vous montrer les Inuits sur ce schéma. En fait, je n'ai pas d'Inuit, mais j'ai un Néandertalien. Et vous voyez où est-ce qu'il se trouve? Ça, c'est un Néandertalien qui vivait dans le sud-ouest de la France. Et il est au-delà de toutes les mesures recueillies par Trenton Holliday en 1997 pour différentes populations européennes et africaines. Et donc, les Néandertaliens ont des proportions corporelles qu'on dit être hyperarctiques. C'est-à-dire qu'ils ont ce raccourcissement important des extrémités distales des membres et puis cette grande robustesse du tronc par rapport aux membres et à la longueur des membres. Alors, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de
de proportions corporelles hyperarctiques, ça ne veut pas dire que les Néandertaliens vivaient dans des climats hyperarctiques, ou même dans des climats arctiques. Pourquoi? Eh bien parce que, gardez en tête quand même que l'adaptation au climat, c'est une adaptation biologique, la forme du corps, la masse, la graisse brune, la transpiration, etc., etc. Mais c'est aussi et surtout une adaptation technique, une adaptation à travers des vêtements, des habitats, des moyens de se chauffer. Et donc, en fait, ce que l'on pense, c'est que, dans le fond, ce que l'on observe aujourd'hui entre l'équateur et les pôles, si on voyage dans le passé et qu'on retourne à la fin du Pléistocène moyen ou au début du Pléistocène supérieur, eh bien, on va trouver à peu près la même gamme de variations en termes de format corporel réparties entre les moyennes latitudes, disons 50 degrés, et puis l'équateur, tout simplement parce que les hommes n'ont pas les moyens techniques d'aller vivre au-delà de cette limite, et que quand on est exposé à un climat frais, surtout s'il est humide, surtout s'il pleut, eh bien, si l'on n'a pas de moyens de se protéger du froid, de la température, de l'humidité, eh bien, la réponse biologique va être beaucoup plus forte. Et donc, on a un résultat qui donne ces Néandertaliens de Corrèze, avec des proportions corporelles qui sont au-delà de ce qu'on trouve chez des Inuits du Groenland aujourd'hui. Ce qui est intéressant à propos de ces proportions corporelles observées chez les Néandertaliens, c'est qu'on les observe dès le jeune âge et dès la naissance. On a des squelettes de nouveau-nés de Néandertaliens, ici un petit Néandertalien de Dordogne, ici un Néandertalien russe. Et lorsqu'on étudie, comme nous l'avons fait il y a quelques années avec mon collègue, enfin l'année dernière, avec mon collègue Tim Weaver, un certain nombre de rapports, par exemple la largeur du bassin par rapport à la longueur des membres, eh bien, on voit que nos Néandertaliens sont décalés par rapport aux distributions modernes de nouveau-nés, que ce soit des nouveau-nés africains en violet ou des nouveau-nés américains d'origine européenne en vert. Donc, ce qui nous dit aussi que ces Néandertaliens, dans le fond, ces proportions, eh bien, elles sont programmées génétiquement, et ce n'est pas seulement l'effet de l'environnement, parce que l'environnement joue aussi pendant la croissance sur les proportions corporelles. Dernier point à propos de l'adaptation climatique des Néandertaliens, on a beaucoup parlé d'adaptation de la face, des sinus, de la cavité nasale. Alors ce qui est vrai, c'est que la cavité nasale, c'est quelque chose qui varie avec le climat dans les populations actuelles, et donc il y a une variation depuis les climats tropicaux, surtout tropicaux chauds. On a des cavités nasales qui sont plutôt larges et basses. Et puis quand on monte en latitude, surtout dans les climats très froids, eh bien, il y a une tendance à avoir des cavités nasales qui deviennent de plus en plus étroites. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est important, quand on inspire de l'air froid, eh bien, que cet air soit soumis à une turbulence importante pour être réchauffé par les muqueuses qui se trouvent à l'intérieur de la cavité nasale et de pouvoir être inspiré sans trop de dommages. Alors ce caractère, cette morphologie nasale a fait couler beaucoup d'encre en ce qui concerne les Néandertaliens. Pourquoi? Eh bien parce que les Néandertaliens, justement, n'ont pas spécialement un nez étroit, ils ont plutôt un nez très large. Voilà un crâne d'un Néandertalien du sud-ouest de la France, l'homme de la Ferracie. Quand je dis l'homme, je veux dire l'individu mâle de la Ferracie. Vous voyez qu'il a cette énorme cavité nasale
qui est très large, non seulement à la base, mais surtout, ce qui est assez inhabituel chez des hommes, qui est élargi dans sa partie supérieure. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne colle pas très bien avec ce que l'on attend, dans le fond, du point de vue anatomique. Alors, la question a été pas mal creusée, si je peux dire, et on s'est rendu compte qu'en fait, à l'intérieur de la cavité nasale des Néandertaliens, eh bien, il y a ces protubérances osseuses qui, juste après l'entrée de la cavité nasale, dans le fond, réduisent la largeur de la cavité nasale et, dans le fond, recréent des conditions qui sont un peu comparables à celles qu'on trouve chez des populations qui vivent dans des climats plus froids aujourd'hui, en créant ces turbulences. Et donc, on pense que, et c'est vrai aussi pour la taille et la forme des sinus maxillaires, on pense que tous ces caractères de grande largeur de la cavité nasale ou de présence de grands sinus maxillaires ou frontaux sont des caractères qui tiennent plus à la façon dont se développe et dont a évolué la face des Néandertaliens qu'à des adaptations climatiques elles-mêmes, puisque, comme vous le voyez, c'est, si je peux dire, corrigé à l'intérieur par des additions comme celle-là. Donc, voilà nos Néandertaliens, si je peux dire, équipés pour vivre dans des climats plus froids. Maintenant, se pose la question de savoir, du point de vue technique, eh bien, de quoi ces hommes néandertaliens, hommes modernes, ont pu disposer pour coloniser les latitudes plus élevées de l'Eurasie. Alors, dès qu'on a affaire à des hommes modernes qui vont arriver dans nos régions il y a environ 40 000 ans, eh bien, on voit assez vite se développer toute une série de comportements qui font que ces hommes modernes vont, eux, être capables de pénétrer beaucoup plus haut en latitude que ce que les Néandertaliens avaient fait avant eux. Et en particulier, on a des structures d'habitat assez compliquées. On pourrait faire un cours entier sur ces structures d'habitat qui ont été décrites dans le Paléolithique supérieur, disons après 40 000 ans. Pour mémoire, je vous en montre deux qui sont très spectaculaires. L'une qui date de la fin du Paléolithique supérieur, qui est cette espèce de temple, de tipi. Alors on ne sait pas vraiment quelle forme ça avait, mais ce qu'on sait, c'est que c'était une structure circulaire, ouverte vers l'avant avec un foyer qui se trouvait devant l'ouverture. Et cette structure, elle a été décrite. Ces structures, parce qu'on a trouvé toute une série, ont été décrites dans un gisement très célèbre qui s'appelle Pincevent, qui se trouve près de Montereau, donc pas très très loin de Paris, et où des chasseurs de rennes, il y a donc un peu plus de 12 000 ans, sont venus tous les ans, au début de l'été, jusque vers la fin de l'automne, début de l'hiver, et ont laissé ces campements avec non seulement des structures d'habitat, mais aussi des foyers très élaborés, des foyers construits qui sont beaucoup plus compliqués que tout ce qu'on a trouvé dans le Paléolithique moyen avec les Néandertaliens. Dans le fond, dans le Paléolithique moyen, on a des signes clairs d'utilisation du feu. Je l'ai dit, ça remonte à 400 000 au moins, mais ce sont des structures qui sont généralement assez simples. Avec le Paléolithique supérieur, on voit des structures beaucoup plus compliquées se développer, et ces foyers ont toute une, si je peux dire, une histoire, une évolution qu'on peut suivre, et on a étudié ça de façon très très précise dans cette fouille de Pincevent qui a été menée par un de mes prédécesseurs au Collège de France, le professeur Leroy-Gourand. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer aussi cette autre structure d'habitat construite par des hommes, encore une fois, de la fin du Paléolithique supérieur. Alors cette fois-ci, on est en Ukraine, et on a des constructions qui étaient probablement des huttes, alors avec une armature en bois et une couverture qui pouvait être en peau, quelque chose comme ça, mais dont le soubassement et une grande partie de la structure étaient faites d'ossements de mammouth ou de défenses de mammouth,
Ce que vous voyez empilé ici, ce sont des mâchoires, des mandibules de mammouth. Donc il faut quelques mammouths pour faire une hutte comme ça. Et on a trouvé plusieurs de ces constructions, en particulier en Ukraine. Alors, en Ukraine, on a décrit dans un site qui s'appelle Molodova 1 une construction comme ça, en tout cas des éléments d'une construction comme ça qu'on attribue aux Néandertaliens. Alors, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, débattu. Tout le monde n'accepte pas cette interprétation. Le fait est que cette structure de Molodova 1, c'est un exemple unique, ou presque, de construction, de structure d'habitat laissée par des Néandertaliens. Alors, il y a tout un tas d'histoires de cabanes, de constructions trouvées dans du paléolithique moyen. Je ne citerai pas de gisements pour faire de la peine à personne, mais en fait, qui pour la plupart sont, je dirais, pas très convaincantes. C'est vraiment avec le paléolithique supérieur qu'on trouve ça. Alors maintenant, la possibilité que les Néandertaliens aient construit des choses comme ça, pourquoi pas? Et je vous rappelle qu'on a publié, il y a quelques mois seulement, une structure découverte dans les profondeurs d'une grotte du Tarn-et-Garonne, dans un site qui s'appelle Bruniquel, et qui a été très bien daté. Et donc là, on n'a pas de doute, ce sont des Néandertaliens qui ont construit ça, et c'est un espèce de cercle de fragments de stalactites qui ont été disposés de façon assez soigneuse. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais donc, si des Néandertaliens étaient capables de construire des choses comme ça, après tout, peut-être qu'ils étaient aussi capables de construire des cercles en mandibules de mammouth s'ils en avaient. Mais le fait est qu'on n'a pas beaucoup d'exemples. Alors, regardons maintenant du côté des vêtements. Alors, je vous ramène à nos parasites. Alors, oublions le pouls du pubis et concentrons-nous sur le pouls de tête et la puce de vêtements. On a fait beaucoup de génétique sur ces animaux-là et on a une date de coalescence pour ces deux espèces qui est, disons, autour de 100 000 ans. Donc on a un âge à partir de l'ADN mitochondrial qui a été déterminé autour de 107 000 ans. Et puis, quand on prend l'ADN nucléaire dans son ensemble, enfin une grande partie, on a un âge qui est un peu plus, disons, une estimation qui est plus ouverte, quelque chose entre 80 et 170 000 ans. C'est intéressant parce que cette date, disons autour de 100-120 000 ans, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est le moment où les hommes modernes sortent d'Afrique et où on commence à trouver des hommes modernes au Proche-Orient, et puis on va en trouver ensuite dans d'autres parties de l'Eurasie. Et donc, il est probable que, j'allais dire, le vêtement est sorti avec l'homme moderne d'Afrique et qu'il est devenu quelque chose de très important pour ces populations. Alors, cette date d'apparition du vêtement, on parle de poux et de puces qui vivent sur des hommes actuels, donc des hommes modernes. Alors, pose un petit peu problème parce que qu'en est-il des Néandertaliens? Parce que nos Néandertaliens, eux, vivent dans des environnements assez froids depuis quelques centaines de milliers d'années, et la question est de savoir si ils ont, eux, des vêtements et quel genre de vêtements ils ont. Donc il est probable que, si on retient ces dates fondées sur la génétique des parasites, une des conclusions, c'est que probablement, en fait, les vêtements ont été inventés, j'allais dire plusieurs fois, en tout cas probablement, indépendamment, par des populations d'hommes modernes sortis d'Afrique, mais avant, par des populations archaïques comme les Néandertaliens ou les Denisoviens. Le fait est que dans les industries du paléolithique moyen, on trouve des outils
en silex dont on pense qu'ils ont servi probablement à travailler la peau, au moins de façon assez simple. On a regardé la fréquence dans les sites archéologiques des espèces qui sont, historiquement connues pour avoir été utilisées par des chasseurs-cueilleurs pour fabriquer des vêtements, pour l'exploitation de la peau et de la fourrure. Et là, c'est très intéressant parce que vous avez ici une liste de tout un tas d'animaux qui sont susceptibles de fournir une fourrure ou une peau qui est intéressante pour se protéger. Et on trouve des fréquences qui sont des fréquences très comparables dans les gisements moustériens et dans les gisements du Paléolithique supérieur pour tout un tas d'espèces, alors des bovidés, des castoridés, des cervidés, des félidés, des suridés, des ursidés. Et l'idée, dans le fond, c'est que, comme les hommes modernes qui sont venus les remplacer, les Néandertaliens, eux aussi, ont utilisé ces espèces, probablement, pour exploiter la peau, en particulier pour les ursidés. On a des traces de découpe sur des phalanges qui semblent montrer que ces animaux ont été dépouillés pour enlever la fourrure. Mais il y a une différence, et la différence, ce sont ces petits animaux, des canidés, des léporidés et des mustélidés, pour lesquels, là, on trouve une différence assez nette de fréquence entre les gisements du Paléolithique supérieur et les gisements du Paléolithique moyen laissés par les Néandertaliens. La façon dont cela est interprété, eh bien, c'est en pensant que ces espèces, et encore une fois, c'est quelque chose qui est documenté sur le plan ethnographique, sont des espèces dont les chasseurs-cueilleurs exploitent la fourrure pour fabriquer en fait des doublures de vêtements chauds pour les climats très froids. Donc l'utilisation de ces espèces-là suppose qu'on ait déjà, si je peux dire, des vêtements fabriqués en peau avec des espèces plus communes, et on va doubler à l'intérieur ces vêtements pour vraiment obtenir une isolation thermique maximum. Et ça, c'est probablement quelque chose qui se développe essentiellement dans le Paléolithique supérieur avec les hommes modernes. Alors cela étant dit, on pense que quand même les Néandertaliens donc, travaillent la peau, et on sait que des hommes, même des hommes modernes, peuvent être exposés à des climats relativement froids et survivre avec une forme de vêtement qui est une forme extrêmement fruste, comme ces Indiens de la Terre de Feu qui, quand on les a découverts, utilisaient comme unique vêtement des capes qui étaient faites en fourrure de guanaco, qui est la version sauvage du lama, avant domestication, et qui est une cape qu'on trouve, dont chaque individu dispose pour se protéger du vent et du froid, dans un climat qui est quand même assez extrême, à la pointe sud extrême de l'Amérique du Sud. Vous voyez ces jeunes filles qui montrent leur peinture rituelle, eh bien, ce qu'il y a derrière, c'est de la neige, donc vous voyez bien. Et donc, on a des populations modernes qui sont quand même capables de survivre s'adapter à des climats relativement frais. Donc on peut très bien imaginer que nos Néandertaliens, au minimum, avaient ce genre d'équipement compte tenu des outillages dont ils disposaient pour les produire. Alors avec le Paléolithique supérieur, là on rentre dans un monde complètement différent, puisqu'on va voir se développer une grande quantité d'outils qui sont des outils spécialisés pour le travail de la peau, de la fourrure, en particulier une abondance de petits perçoirs en silex, donc qui permettent de faire des petits trous dans le cuir pour le coudre, quelque chose d'équivalent
en os, des poinçons, une grande abondance dès les premières industries du Paléolithique supérieur. Alors dans le Paléolithique moyen, on a quelques os qui ont été appointés, qui ont été polis, mais rien d'aussi sophistiqué, d'aussi fin. Donc probablement, s'il y a percement de peau chez les Néandertaliens, on ne pense pas qu'il y ait des coutures très très compliquées. Donc ça rejoint un petit peu l'observation sur les espèces qui sont utilisées pour la fabrication de vêtements. Et puis alors, surtout, au moment du dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire au pic de froid, pendant dans une culture, si on peut appeler ça comme ça, que l'on a appelé le Solutréen, qui correspond au maximum de froid il y a environ 18 000 ans, 18 000 ans dans nos régions, eh bien, on va voir apparaître les premières aiguilles à chat, avec une extrémité percée qui permet de passer un fil à l'intérieur. Et ça, c'est probablement une des inventions les plus importantes, j'allais dire, de l'humanité, parce que ces aiguilles à chat vont permettre de produire, avec toutes les fourrures dont on a parlé, des vêtements d'une complexité qui n'a jamais été observée jusqu'à présent. Et assez vite, dans le Paléolithique supérieur, on va voir les hommes coloniser des régions très très élevées en latitude. Il y a un peu plus de 30 000 ans, on a déjà des hommes qui vivent sur les bords de la mer Arctique, en Sibérie, près de la Yakoutie. Donc on est vraiment dans l'extrême. Et ces hommes donc sont allés dans des régions que les Néandertaliens n'avaient pas fréquentées jusque-là. Et ils y sont allés grâce à toute une panoplie technique, et en particulier une panoplie de vêtements. Cette reconstitution, qui est faite par un artiste tchèque, se fonde sur les restes découverts dans des sépultures du site de Sungir, qui est un site de la région de Moscou, en Russie. Donc, vous voyez, on est déjà très haut en latitude, avec des climats qui sont des climats plus rigoureux qu'aujourd'hui. Et donc, dans ces sépultures, on a découvert plusieurs individus qui ont... alors, évidemment, on n'a pas retrouvé leurs vêtements, mais on a retrouvé une grande quantité de perles, de petites dents de renards polaires qui, de par leur disposition autour du squelette, suggèrent qu'elles étaient cousues sur des vêtements. Et on a même essayé, vous voyez ici, de reconstituer ce que pouvait être le pantalon de ce chasseur de Sungir. Donc une production maintenant de vêtements, évidemment, qui est quelque chose qui est tout à fait comparable à ce qu'on trouve dans les populations actuelles qui vivent dans des régions, les populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent aujourd'hui dans des régions très froides. Pour finir, je voulais vous montrer aussi ces petites statuettes qui viennent de gisements du Paléolithique supérieur de Sibérie. Vous connaissez tous les fameuses Vénus gravétiennes, les fameuses Vénus préhistoriques. Vous voyez, celles-là, elles sont beaucoup plus longilignes, sont beaucoup moins arrondies que celles qu'on a l'habitude de voir. Ce qui est remarquable, c'est que presque toutes portent une espèce de petite capuche. Et quand on regarde sous le microscope en détail la surface de ces statuettes de femmes, eh bien, on y voit tout un tas de lignes qui suggèrent qu'elles portent des vêtements, qui sont des vêtements assez compliqués. On a même suggéré que certaines portaient des paniers, des berceaux, des choses comme ça. Donc les chercheurs russes de Saint-Pétersbourg ont étudié très, très en détail ces statuettes. Et donc on a, grâce à la technologie, grâce aux vêtements, grâce à l'aiguille à coudre, on a fini par être capable de conquérir toute la planète et de vaincre le froid après avoir vaincu la chaleur. Je vous remercie.